Après 5 années d'isolement délibéré, orchestré par ma belle-fille, pour me séparer de mon fils et de mon petit-fils, je m'étais habituée aux anniversaires solitaires. Mais cette année-là, pour mon 63e anniversaire, quelqu'un a frappé à ma porte et m'a tendu un gâteau au chocolat, glacé et brillant, sans carte, sans vœux, juste un texto laconique. « Tu aimes ? C'est ton préféré ?» J'ai fixé le gâteau pendant un long moment, ne ressentant aucune joie, seulement un mauvais pressentiment. Après toutes ces années de silence, Amélie, ma belle-fille, ne faisait jamais rien sans une arrière-pensée. J'ai répondu par texto « Tes parents l'aimeront davantage ». Puis, j'ai apporté le gâteau chez ses parents, prévoyant de partager la surprise avec eux. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, la voix d'Amélie tremblait de panique. « Maman, tu ne le leur as pas déjà donné ?» J'ai souri faiblement. J'ai posé le téléphone et je me suis sentie calme comme un lac après une tempête. Peut-être que le plus grand cadeau d'anniversaire de ma vie était de pouvoir m'asseoir et de regarder ma belle-fille creuser sa propre tombe. Annecy, un matin d'hiver brumeux. Moi, Hélène Dubois, 63 ans, assise seule dans une petite maison de banlieue où les 4 murs étaient devenus mes seuls compagnons depuis 5 ans. Depuis le jour où Nicolas, mon fils unique, avait épousé Amélie Fournier. Ma vie s'était rétrécie dans le silence. De la mère qui recevait un appel chaque soir, j'étais devenue l'étrangère que mon propre fils évitait de mentionner. Ce jour-là, c'était mon anniversaire. Je n'attendais rien. Ni appel, ni fleurs, pas même un « joyeux anniversaire » de la part de ma famille. J'ai préparé du café, allumé la radio, essayant de faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Un jeune livreur a souri, tenant une boîte blanche nouée d'un ruban rouge, et a dit « Joyeux anniversaire, Madame Dubois. Quelqu'un vous a envoyé un gâteau. » Abasourdie, j'ai signé. Dès que la porte s'est refermée, la pièce s'est emplie d'un parfum riche et sucré de chocolat. Sur la table, le gâteau au chocolat semblait si parfait qu'il en était presque sans vie. Un glaçage lisse, des fleurs en sucre alignées comme si elles avaient été mesurées à la règle, et les mots « Joyeux anniversaire, maman » tracés avec un glaçage blanc et froid. J'ai retourné le bon de livraison joint. L'expéditrice, Amélie Fournier. Ma main s'est figée. En 5 ans, elle ne m'avait rien envoyé d'autre qu'un silence soigneusement planifié. Pas de carte, pas de vœux, pas d'appel téléphonique, juste un gâteau et le parfum qu'elle savait que j'aimais le plus. Je me suis assise et j'ai dévisagé le gâteau comme s'il s'agissait d'un inconnu affichant un sourire en coin. Tout était trop parfait. Amélie était toujours comme ça, douce en apparence, froide et calculatrice à l'intérieur. Tout ce qu'elle faisait cachait un objectif. Mon téléphone s'est allumé. Un texto. « Tu aimes ? C'est ton préféré. » Juste quelques mots, et il coupait comme de la glace. Pas de point d'exclamation, aucune chaleur. Une sorte de fausse douceur que je ne connaissais que trop bien. Je l'ai relu encore et encore, puis j'ai souri légèrement. Quelqu'un comme Amélie n'agit jamais par affection. Elle voulait voir comment je réagirais. Serais-je émue ou resterais-je méfiante? J'ai posé mon café et j'ai tapé lentement. Tes parents l'aimeront davantage. Je savais exactement ce que je faisais. Si quelque chose se cachait sous ce glaçage, sa réaction en serait la preuve. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai croisé les bras, attendant. En moins de 3 minutes, le téléphone a sonné. La voix d'Amélie, au bout du fil, tremblait, précipitée comme si elle venait de voir un fantôme. « Maman, tu le leur as déjà donné ?»« Donné à qui ?» Ai-je feint la surprise. « À mes parents. Tu ne peux pas les laisser le manger. Tu m'entends ?» J'ai entendu sa respiration saccadée. Puis, l'appel a été coupé. La pièce est redevenue silencieuse. Seulement
le tic-tac de l'horloge et la pluie sur le porche. J'ai souri. Un petit sourire, mais qui m'a transpercé jusqu'aux os. Ce n'était pas le premier cadeau que je recevais d'Amélie, mais jamais un cadeau ne l'avait effrayée à ce point. Chaque fois qu'elle se montrait gentille, quelqu'un en payait le prix. Et cette fois, je le sentais. Celle qui paierait le prix ne serait plus moi. Je me suis levée, j'ai enfilé un manteau de laine. J'ai enveloppé le gâteau dans une serviette propre et j'ai tourné la clé dans la serrure. Dehors, le vent cinglait mon visage et des feuilles sèches tourbillonnaient à mes pieds. Je savais exactement où je devais aller. Richard et Évelyne Fournier, les parents d'Amélie, vivaient dans le sud de la ville, dans une vieille maison en briques rouges, avec de la lavande sur le porche. Ils étaient les seuls de cette famille à m'avoir jamais traité avec une réelle gentillesse. Je me souviens encore d'Évelyne me tenant la main après le baptême de Léo, disant doucement « Ne sois pas triste, Hélène. Amélie peut être un peu excessive parfois. » J'allais leur apporter le gâteau. Pas pour me venger, mais parce que je croyais que la vérité n'avait besoin que d'une petite chance pour se révéler. Je suis sortie dans le vent froid, mais mon cœur était étrangement calme. Il y avait quelque chose dans l'air qui me faisait croire que mes jours de musellement touchaient à leur fin. L'instinct me disait ce qu'une vie de mère m'avait appris. Quand Amélie se montre gentille, quelqu'un est sur le point d'être blessé. Et cette fois, je la laisserai se blesser elle-même. Je me souviens encore de la première fois où j'ai rencontré Amélie Fournier. C'était lors d'un déjeuner dominical il y a 7 ans, quand Nicolas l'a amenée à la maison. Quand la porte s'est ouverte, elle se tenait là, dans une robe en tricot crème, tenant un bouquet de marguerites sauvages, souriant si brillamment qu'il m'a fallu une seconde pour remarquer à quel point ses yeux étaient froids derrière ce sourire. Elle a tendu la main et a dit, d'une douceur qui frisait la perfection, « Nicolas m'a tellement parlé de vous. J'aurais aimé vous rencontrer plus tôt. » La façon dont elle m'a appelée « Madame » au lieu de « Hélène », même après que Nicolas lui ait dit que nous étions très proches, m'a pincé le cœur. Un petit détail, mais en tant que mère qui avait été seule pendant près de 20 ans, je connaissais le poids de cette distance. Tout au long du repas, Amélie a fait rire tout le monde. Elle savait parler, se donner des airs raffinés. Même moi, aussi prudente que je sois, je ne pouvais nier qu'elle était charmante et vive d'esprit. Mais derrière le sourire et la voix chaleureuse, je sentais quelque chose de froid. Comme si elle ne faisait pas vraiment partie de la conversation, se contentant d'observer et d'enregistrer chacune de mes réactions. Ce regard me mettait mal à l'aise. C'était le regard de quelqu'un qui veut posséder quelque chose, non par la force, mais par un contrôle minutieux. Nicolas, mon fils, était complètement sous son charme. Il la regardait avec des yeux que seuls les amoureux transis peuvent avoir. Je comprenais. Nicolas avait toujours eu le cœur tendre, confiant, enclin à vouloir réparer les gens. Après la mort de son père, mon fils était devenu le centre de mon monde. Nous formions une équipe, ensemble à travers le deuil, reconstruisant nos vies. Et puis, en un seul automne, une étrangère m'a fait sentir comme une pièce de rechange dans ma propre histoire. Après cette première rencontre, Nicolas a dit dans la voiture en ramenant Amélie chez elle, « Je pensais que tu l'aimerais plus que ça, maman. » J'ai juste souri. « Elle est charmante, mon fils. J'espère juste qu'elle est vraiment bonne pour toi. » Cette réponse a rendu Nicolas silencieux. Mais j'ai vu les yeux d'Amélie se plisser dans le rétroviseur, comme si elle enregistrait chaque mot que je venais de dire. 1 mois plus tard, ils se sont fiancés. Après le mariage, les changements sont arrivés si vite que je les ai à peine remarqués au début. Amélie, doucement mais fermement, a établi des règles pour tout. D'abord, l'horaire des appels. « S'il te plaît, n'appelle pas après 20 heures.
nous dînons. Puis les visites. Maman, laisse le bébé s'habituer à une routine d'abord, puis tu pourras passer. Tout était dit poliment, gentiment, de manière inattaquable. Mais jour après jour, la distance entre moi et mon fils s'est transformée en un mur invisible. Le premier conflit a éclaté au printemps suivant, quand Nicolas a annoncé qu'il prévoyait d'acheter une nouvelle maison. J'ai regardé leur budget et j'ai vu qu'ils prévoyaient d'emprunter au-delà de leurs moyens. Alors, j'ai conseillé gentiment. Vous devriez attendre encore 1 an. Vous savez que les taux sont élevés en ce moment et le travail d'Amélie n'est pas encore stable. Je n'avais pas fini qu'Amélie s'est tournée vers Nicolas, la voix mielleuse. Tu entends ça? Ta mère pense que je ne suis pas capable. Elle me méprise. Je suis restée figée. Elle n'avait pas haussé la voix, mais c'était suffisant pour changer le visage de Nicolas. Il a bafouillé, essayant de nous apaiser toutes les deux. Mais je savais qu'une graine de doute avait été plantée. À partir de ce jour, je suis devenue la mère contrôlante, la mère qui ne veut pas lâcher prise. Et Amélie, avec son attitude douce et ses airs de martyr, transformait tout ce que je disais en une attaque invisible. Nicolas, aveuglé par l'amour, a commencé à y croire. Il ne voyait pas que chaque mot sortant de la bouche d'Amélie était une étape calculée pour faire de moi la barrière entre eux. J'ai essayé de rester silencieuse. Je pensais que si je ne réagissais pas, si je prenais du recul, peut-être que les choses se calmeraient. J'avais tort. Chaque fois que je gardais le silence, Amélie l'utilisait comme preuve. Tu vois, ta mère est en colère contre moi. Elle est froide avec moi. Puis elle a dit aux proches de Nicolas que j'étais difficile, que je ne l'avais jamais accepté comme une fille. Je l'ai appris par une voisine et le sentiment de trahison m'a fendu la poitrine. Un soir, Nicolas a appelé, la voix tendue. « Maman, Amélie a pleuré toute la nuit. Elle dit que tu ne l'aimes pas. » J'ai répondu doucement. « Je n'ai jamais dit ça. Peut-être que j'ai juste besoin d'apprendre à être plus discrète. » Je l'ai entendu soupirer. Une distance plus longue que n'importe quelle route s'est ouverte entre nous. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris à vivre comme une invitée. Je devais demander la permission d'appeler. Je ne venais que lorsque j'étais invitée. Chaque fois que je franchissais leur porte, je sentais qu'il n'y avait plus de place pour moi dans la maison de mon propre fils. Amélie n'a jamais crié, ne s'est jamais montrée impolie. Elle a utilisé la finesse pour redessiner les lignes, des lignes qui me plaçaient toujours comme l'intruse. Quand j'apportais des cadeaux pour mon petit-fils, elle disait « Oh, c'est si attentionné. Mais Léo a déjà trop de jouets. » Et quand je n'apportais rien, elle soupirait. « Tu dois être occupée. Tu as oublié que c'est son anniversaire. » Personne ne réalisait que tout cela n'était qu'un jeu psychologique. Chaque mouvement d'Amélie était conçu pour que, quoi que je fasse, je sois mal comprise. Nicolas est passé du fils qui me racontait tout à un homme qui mesurait chaque mot, comme s'il avait peur de provoquer un conflit. Quand je demandais « Est-ce que ça va ?» il répondait « Je vais bien. Amélie a juste besoin d'espace. » Avoir besoin d'espace est devenu le mur invisible qui me poussait plus loin de la famille qui était autrefois la mienne. Mon monde s'est réduit à une petite maison, des dîners solitaires et de vieilles photos. J'ai cessé d'aller aux réunions de famille, cessé d'avoir des nouvelles de qui que ce soit. Les gens se sont habitués à mon absence. Amélie avait réussi à m'effacer de la vie de mon fils sans jamais avoir à m'affronter. Une fois, je l'ai entendue au téléphone alors que je passais à l'improviste. J'ai juste besoin que tu comprennes. Si ta mère continue à s'ingérer, je ne pourrai plus le supporter. J'ai reculé, le cœur battant. Nicolas m'a regardé et a seulement dit « Maman, s'il te plaît, ne viens pas sans appeler. » Les mots étaient légers, mais aussi tranchants qu'une lame. Je suis rentrée chez moi sous la pluie, sachant que cette guerre n'avait pas de coup de feu, mais qu'elle se livrait silencieusement, jour après jour.
Personne ne réalisait qu'Amélie ne se souciait pas de l'argent ou du statut. Ce qu'elle voulait s'approprier, c'était l'amour singulier entre une mère et son fils. Pour Amélie, l'amour était un jeu avec des gagnants et des perdants. Et dans ce jeu, elle ferait n'importe quoi pour faire de moi la perdante. Je me suis sentie effacée de chaque photo, de chaque souvenir, de chaque conversation, de chaque salutation, de chaque fête. Mon nom n'existait plus. Mais le plus effrayant n'était pas d'être oublié. C'était de sentir que mon fils croyait que c'était juste. Amélie n'avait pas besoin de crier, de se battre ou de faire des scènes. Elle n'avait qu'à sourire, soupirer et dire tranquillement « Je veux juste la paix ». Et le monde la croirait victime. Tandis que moi, la mère qui avait aimé de toutes ses forces, je devenais l'ombre envahissante de leur histoire. Et je savais qu'elle ne s'arrêterait jamais. Tant que j'existerais dans la vie de Nicolas, Amélie me verrait comme une épine à arracher jusqu'à la racine. Je ne sais pas quand cette guerre a commencé. Je sais seulement qu'elle n'a jamais vraiment pris fin. Une guerre silencieuse, sans sang, sans coup de feu, mais où chaque mot, chaque geste pouvait tuer un peu de l'amour entre une mère et son fils. Et au milieu de cette tempête, tout ce que je pouvais faire, c'était apprendre à rester immobile et à attendre que le vent tourne. Le premier Noël après le mariage de Nicolas, j'étais excitée comme une enfant. J'avais préparé des cadeaux pour eux deux, ajoutant une paire de chaussettes en laine pour Amélie, car Annecy était plus froide que d'habitude cette année-là. Je m'étais levée tôt, j'avais fait des crêpes, fait mijoter du cidre chaud, et j'avais conduit jusqu'à leur maison avant que la neige ne recouvre les routes. Je voulais leur faire une surprise, faire de ce matin le début d'une nouvelle tradition. Différente peut-être, mais toujours en famille. Lorsque j'ai frappé, Amélie a ouvert la porte avec un sourire si poli et si vide qu'il résonnait. « Oh, Hélène, tu es un peu en avance. Nous venons juste de finir d'ouvrir les cadeaux. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, sous le sapin. Les cadeaux étaient encore là, intacts, le papier brillant, non déchiré. Je savais que c'était un mensonge préparé, mais je n'ai rien dit. À l'intérieur de moi, il y avait un froid plus vif que la neige dehors. Elle n'avait pas besoin de me gronder ou de me repousser. Une seule phrase douce suffisait à me faire sentir déplacée, inopportune, gênante. Je suis entrée, j'ai posé les pâtisseries sur la table moi-même, essayant de garder le sourire. Nicolas est sorti de la cuisine, sincèrement surpris. « Maman, pourquoi n'as-tu pas appelé avant ?»« Je voulais vous faire une surprise, » ai-je murmuré. Amélie s'est glissée entre nous, la voix mielleuse. « Tu ne savais peut-être pas que nous voulions passer ce Noël juste tous les deux, pour commencer notre propre tradition. L'année prochaine, il faudra absolument que tu viennes, d'accord ? » Notre propre tradition. Ces deux mots sonnaient comme une porte qui se ferme. J'ai regardé autour de moi dans la maison, les guirlandes lumineuses, les photos de mariage, et dans le salon, un cadre qui disait « Petite famille, grand bonheur ». Dans le cadre, il n'y avait que deux, souriant au soleil. Aucun coin n'était laissé pour moi. Je suis restée quelques minutes, j'ai remis les cadeaux, puis j'ai prétexté devoir partir tôt. En rentrant chez moi, j'ai allumé la radio pour combler le silence, mais la musique ne faisait qu'amplifier le vide. Je pensais que je m'habituerais à la distance, mais une distance enveloppée de politesse blesse plus que des mots durs. Ce soir-là, j'ai consulté mon téléphone. Les réseaux sociaux étaient inondés de leurs photos de famille heureuses. Amélie en pull rouge, Nicolas souriant, avec une légende. Notre premier Noël, si merveilleux d'être avec ceux que nous aimons le plus. J'ai relu la dernière phrase encore et encore. Ceux que nous aimons le plus, et j'ai réalisé que j'avais été retirée de cette liste depuis longtemps. L'année suivante,
J'ai suggéré d'organiser Noël chez moi, là où Nicolas avait grandi, là où tout était encore comme quand il était petit. Amélie a souri, les yeux brillants, la voix douce, mais ferme. Mes parents sont plus âgés. Voyager les fatigue. Nous devrions rester près d'eux cette année pour qu'ils soient heureux. Ses parents, Richard et Evelyne, avaient le même âge que moi. Mais Amélie a utilisé cette raison pour m'exclure parfaitement. Personne ne pouvait contester quelque chose qui sonnait si noble. J'ai hoché la tête, essayant de sourire. Je comprenais son jeu. Chaque excuse raisonnable était une brique de plus dans le mur entre moi et mon fils. À partir de ce moment-là, chaque fête a eu lieu chez eux. J'ai commencé à recevoir des textos courts. Joyeux Noël, maman. Pas d'invitation, pas d'adresse. Quand j'ai demandé, Nicolas a dit « Maman, nous alternons entre les deux familles. » Mais cette alternance n'a eu lieu qu'une seule fois, la première année. Après cela, je n'étais plus au programme. Progressivement, je suis passée de membre de la famille à une invitée qui devait appeler à l'avance. Chaque fois que je laissais entendre que je pourrais passer, Amélie avait une manière gracieuse de me faire reculer. « Oh, Hélène, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Léo a un rhume. Nous ne voulons pas que tu l'attrapes. » Ou « Nicolas est occupé aujourd'hui, peut-être une autre fois ?» Alors, je restais à la maison, regardant par la fenêtre, attendant un appel qui ne venait jamais. Un après-midi d'avril, j'ai appris par une voisine que Nicolas et Amélie venaient d'organiser une fête d'anniversaire pour Léo. Je n'étais pas invitée. J'ai forcé un sourire, dit qu'ils avaient peut-être oublié, mais je savais que « oublier » était un mot plus doux pour « intentionnellement ». J'ai essayé d'envoyer un petit cadeau à Léo par la poste, un livre d'images d'animaux. Une semaine plus tard, le colis m'est revenu, non ouvert, avec la mention « destinataire déménagé ». J'ai appelé Nicolas. Il a décroché, la voix pressée. « Maman, je suis en réunion. Je te rappelle ce soir. » Ce soir-là, le téléphone n'a jamais sonné. J'ai commencé à réaliser qu'aux yeux de mon fils, j'étais lentement devenu quelqu'un sans limite. Chaque tentative de réconciliation de ma part était transformée par Amélie en preuve que elle ne comprend pas les limites. Elle n'avait pas besoin de crier ou d'interdire. Quelques mots légers comme une plume suffisaient à changer le regard de Nicolas sur moi. Un soir, j'ai appelé chez eux. Amélie a répondu, la voix douce. « Hélène, Nicolas donne le bain à Léo. Est-ce urgent? » « Ce n'est pas urgent, ma chère. Je voulais juste prendre des nouvelles. » « C'est très gentil de ta part. Mais Léo est un peu patraque aujourd'hui, alors nous devrions nous coucher tôt. Tu comprends, n'est-ce pas? » J'ai clairement entendu une porte se fermer à l'autre bout du fil. Puis, un verrou claqué. Une courte conversation, conçue avec une telle précision qu'elle me faisait sentir ridicule d'essayer de garder le contact. Jour après jour, Nicolas a commencé à répéter des phrases familières dont je savais qu'elles ne venaient pas de lui. « Maman, Amélie a juste besoin de son propre espace. » « Ne réfléchis pas trop, maman. Amélie est très sensible. Je veux juste que vous vous entendiez bien. » Chaque fois que j'entendais ces mots, c'était comme une petite coupure. Pas profonde, mais suffisante pour saigner. Tard un soir, j'ai ouvert les réseaux sociaux et regardé leurs photos de vacances à Hawaï. Sous une photo de Nicolas tenant Léo, Amélie avait écrit « La famille est là où le cœur trouve la paix. » Je suis restée assise, réalisant que mon cœur avait depuis longtemps été expulsé de cette paix. Je ne la détestais pas, du moins pas de la manière habituelle. J'avais peur, car Amélie ne se contentait pas de contrôler son mari avec de l'amour. Elle réécrivait aussi ses souvenirs de moi. Nicolas me racontait les moindres détails. La première fois qu'il a appris à conduire, la première fois qu'il a glissé sur la patinoire,
le premier dîner qu'il m'a préparé après son diplôme. Ces souvenirs étaient les fils qui nous liaient. Mais progressivement, quand je les évoquais, Nicolas se contentait d'un maigre sourire. « Je ne me souviens pas vraiment, maman. Tu as probablement un peu imaginé. » Je restais silencieuse, mais à l'intérieur, c'était comme si quelqu'un me serrait la poitrine. Amélie avait réussi à réécrire notre histoire, effaçant les anciens souvenirs et les remplaçant par l'image qu'elle voulait. L'épouse douce, la belle-mère distante. À chaque fête qui passait, je me sentais m'effacer un peu plus. Personne ne criait. Personne ne me repoussait. Juste des excuses douces, des photos sans mon nom et des déclarations si raisonnables qu'on ne pouvait les contester. C'était la forme de mal la plus silencieuse, non pas née de la cruauté, mais de mots à l'apparence aimante utilisés pour effacer. Je me souviens encore du 3e été. Nicolas m'a appelé après près de 6 mois de silence. Sa voix était légère, lointaine. « Maman, Amélie dit que tu sembles parfois la mettre mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, elle a juste besoin de temps. » J'ai seulement répondu « Je ne suis pas inquiète. J'ai peur qu'un jour, tu ne te souviennes plus de qui tu étais. » Quand j'ai raccroché, j'ai su que le pire n'était pas d'être détestée par ma belle-fille, mais d'être lentement oubliée par mon propre fils et de l'amour que nous avions autrefois. Et à l'intérieur de moi, une peur silencieuse a commencé à grandir. Non pas de perdre mon fils, mais qu'il ne sache plus qu'il y avait autrefois une mère qui aurait tout fait pour lui. Le 2e anniversaire de Léo, le seul petit-fils que j'ai, était une occasion que j'attendais avec impatience depuis des mois. Je m'étais préparée pendant 1 semaine, excitée, comme si je pouvais toucher un peu de la chaleur de la famille que j'avais perdue. Ma cuisine était remplie de l'odeur de gâteau à la vanille. Des cartes manuscrites étaient soigneusement terminées, et chaque ballon que j'avais choisi correspondait exactement au bleu que Léo aimait. J'avais même commandé un gâteau plus grand que d'habitude, avec les mots « Joyeux anniversaire, mon petit rayon de soleil », car je savais qu'Amélie choisissait toujours des gâteaux sophistiqués mais froids. Jamais rien de ludique ou d'enfantin. Ce matin-là, je me suis levée tôt et j'ai choisi une robe bleu canard, la couleur que Nicolas disait autrefois me convenir le mieux. J'ai soigneusement emballé le cadeau, l'ai mis dans une boîte avec une petite carte de « Mamie » avec tout mon amour. Je voulais que tout soit parfait, car je croyais que si l'amour est montré sincèrement, peu importe à quel point Amélie était froide, elle ne pourrait pas le nier éternellement. Quand je suis arrivée, le temps à Annecy était humide, des gouttes de pluie tapotant sur les feuilles d'érable. Alors que je franchissais le portail, sur le point de sonner, j'ai entendu des rires d'enfants à l'intérieur. Mon cœur s'est gonflé d'une douce joie. Je pensais être arrivée au bon moment que tout le monde attendait pour chanter « Joyeux anniversaire » ensemble. Mais quand Amélie a ouvert la porte, le sourire sur ses lèvres a glacé ma joie. Non pas parce qu'elle fronçait les sourcils ou était impolie. Son sourire était simplement trop poli, trop parfait. « Oh, tu es venue, Hélène ?» a-t-elle dit, la voix légère comme une plume. « Je suis surprise. » « Bien sûr, c'est l'anniversaire de Léo. » Elle a incliné la tête, une lueur de fausse pitié dans les yeux. « Nicolas a dû oublier de te le dire. La fête de Léo était hier. » Je suis restée figée, mes doigts agrippant encore le ruban du cadeau. Mon esprit s'est vidé. À l'intérieur, de la musique pour enfants jouait doucement, et sur le comptoir de la cuisine, des miettes de gâteau prouvaient qu'elle disait la vérité. Nicolas est sorti, portant un t-shirt froissé, son visage brièvement gêné en me voyant. « Maman, je pensais qu'Amélie t'avait appelé. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai secoué la tête. « Non, mon fils, personne n'a appelé. » La pièce est devenue silencieuse. Amélie a souri finement,
a passé son bras sous celui de son mari, sa voix douce au point d'être piquante. Il a juste dû oublier de t'envoyer un texto. Il a été très occupé. J'ai tout de suite compris. Ce n'était pas que Nicolas avait oublié. Elle voulait que je sois témoin de mon propre isolement, que je regarde mon fils et mon petit-fils rire pendant que je restais en dehors du cadre. J'ai posé le paquet cadeau sur la table, luttant pour garder une voix stable. Ce n'est pas grave, je suis juste venue souhaiter un joyeux anniversaire à Léo. Amélie a jeté un coup d'œil au cadeau et a esquissé un sourire pincé. C'est très attentionné de ta part. Mais Léo a déjà dû recevoir beaucoup de cadeaux, n'est-ce pas, chérie? Nicolas n'a rien dit. J'ai vu ses épaules s'affaisser comme un homme essayant de trouver l'équilibre entre deux falaises. Je me suis penchée et j'ai embrassé le front de Léo. L'enfant m'a regardé étrangement, ses yeux clairs ne reconnaissant pas la femme qu'il avait bercée pour l'endormir à sa naissance. Un vide immense s'est ouvert en moi, quelque chose que rien ne pourrait combler. J'ai souri, j'ai dit un au revoir silencieux, et je me suis retournée pour partir. Dehors, un vent froid s'est glissé dans mon col et m'a fait frissonner. Sur le chemin du retour, j'ai éteint la radio et laissé le chauffage éteint, laissant le froid s'infiltrer à travers mon pull. J'avais besoin de le sentir. Le vrai froid d'une grand-mère exclu de l'anniversaire de son propre petit-fils. Cette nuit-là, je me suis assise dans le salon, avec la boîte cadeau encore sur mes genoux. Je ne l'ai pas ouverte, et je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise, immobile, comme si j'avais enterré une personne vivante. Ce n'était pas des funérailles pour quelqu'un. C'était pour des souvenirs. Les matins où je conduisais Nicolas à l'école. Les après-midi où nous faisions des gâteaux ensemble. Les fois où il me serrait dans ses bras et disait « Maman, tu es ma meilleure amie ». Tout cela avait été remplacé par de nouvelles traditions. Amélie construisait des traditions où je n'étais pas mentionnée. À partir de ce moment-là, chaque fête n'était que silence. Pas de Noël, pas de Toussaint, pas d'invitation. J'appelais, personne ne décrochait. J'écrivais des lettres, déversant les mots les plus sincères que j'avais, mais personne ne répondait. Ma boîte aux lettres était aussi silencieuse qu'une tombe. Parfois, je les regardais de loin, en ligne. Les photos continuaient d'affluer, Nicolas tenant Léo, Amélie souriant, leur maison rayonnante derrière eux. Sous chaque photo, des centaines de commentaires de félicitations. J'ai lu la légende d'Amélie. Ma petite famille, nous n'avons besoin de personne d'autre. Je suis restée assise très longtemps, fixant ces derniers mots. Nous n'avons besoin de personne d'autre. 4 mots apparemment inoffensifs qui me coupaient comme une lame. Chaque fois que je les lisais, je sentais le lien du sang entre moi et mon fils se sectionner un peu plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis sortie sur le porche, j'ai enroulé une couverture autour de moi et j'ai regardé la neige tomber. La ville était silencieuse. Les fenêtres des voisins brillaient d'une lueur chaude et ma maison était froide et sombre. Je me suis demandé où j'avais fait une erreur. Peut-être était-ce lorsque je n'avais pas résisté dès le début, laissant les excuses raisonnables d'Amélie se développer comme des toiles d'araignée et lier chaque connexion. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Nicolas m'avait vraiment serré dans ses bras. L'image était floue. Seule une brève chaleur subsistait, et j'ai soudain eu peur qu'un jour, il ne se souvienne plus de moi comme je me souvenais de lui. Après cela, j'ai arrêté de préparer des cadeaux pour les fêtes. Chaque mois de décembre, au lieu de faire des gâteaux comme avant, j'errais dans le marché et j'achetais quelques petites branches de pin à mettre sur la table. Il n'y avait plus de rire chez moi, juste le léger parfum de sève
et le tic-tac de l'aiguille de l'horloge avançant cran par cran. Mais peu importe à quel point mon cœur était glacé, une petite partie refusait de s'éteindre. Je regardais toujours Léo grandir à travers des photos, je sauvegardais chaque photo de lui sur mon téléphone, je lisais chaque publication, même si chaque ligne ne faisait que me blesser davantage. Je me souviens d'une fois où Amélie a posté une photo de Léo apprenant à marcher avec la légende. Rien de plus précieux que de voir son enfant marcher sur ses deux jambes. J'ai ri, un rire amer, car c'était exactement ce que j'apprenais à faire. Marcher seul sur une route où personne ne me tenait la main. Je n'en voulais pas à Nicolas. Je savais que mon fils avait été emporté dans le doux vortex créé par Amélie. Elle ne lui interdisait jamais de me voir. Elle rendait simplement les choses compliquées. Pas interdites, mais sans laisser de place pour moi non plus. Chaque soir, j'allumais encore une petite bougie devant une vieille photo, celle de nous trois le jour de la remise de diplôme de Nicolas. Sur la photo, ses yeux brillaient et je souriais, heureuse. Je touchais le verre avec mon doigt et je murmurais comme une prière. Tu le verras un jour, mais pas aujourd'hui. Et je croyais que quelque part, sous les souvenirs réécrits par quelqu'un d'autre, le vrai Nicolas existait encore, le garçon qui me tenait la main dans la tempête et disait « Maman, je ne te laisserai jamais seule. » J'attendais, non pas le pardon ou même la réconciliation, mais le moment où la vérité retrouverait son chemin par elle-même. Pour l'instant, je devais juste apprendre à être silencieuse. Comme le font les mères blessées. Silencieuses, mais jamais sans amour. Retour au présent. L'odeur de chocolat remplissait ma petite cuisine, si douce qu'elle m'en donnait le vertige. Je me tenais immobile devant la boîte blanche immaculée, nouée d'un ruban rouge, mon cœur battant lentement, comme s'il sentait quelque chose remonter du passé. Sur le bon de livraison scotché sur le côté, un nom qui m'a glacé. Amélie Fournier. Un gâteau au chocolat, exactement celui que j'aimais autrefois. Le style même dont elle s'était moquée un jour. Tu es trop vieille pour manger des sucreries. Tu ne t'inquiètes pas pour ta glycémie ? Se trouvait maintenant, bien rangé devant moi sur la table en bois, près de la fenêtre, où la lumière de l'après-midi filtrait faiblement. Je l'ai observé dans les moindres détails. Une surface lisse comme un miroir, un glaçage uniforme, des fleurs en sucre blanc disposées en parfaite symétrie. Pas un seul pétale de travers. Trop précis, trop parfait, comme tout ce qu'Amélie avait jamais fait. Et à cause de cela, cela ne ressemblait pas à des excuses. Cela ressemblait à un message enveloppé de sucre et de beurre, plus froid qu'une nuit de décembre. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu des bribes de souvenirs. Le rire de Léo à la fête que j'avais manquée. La douce voix d'Amélie. Mes parents sont si vieux. Et les derniers mots de Nicolas au téléphone l'année dernière. Maman, je suis occupée. Une autre fois, d'accord. J'ai rouvert les yeux, j'ai regardé le gâteau une dernière fois, puis j'ai pris le téléphone pour appeler un taxi. Je n'avais aucune intention de manger ce gâteau. Je voulais juste comprendre. Un taxi argenté s'est arrêté devant ma maison à 16 heures. Annecy, à l'automne, portait encore la pluie. Des traînées d'eau glissaient sur les vitres de la voiture, reflétant le coucher de soleil rouge pâle. J'ai serré la boîte à gâteaux, sentant le sucre et le cacao se mêler au froid humide, et j'ai eu une intuition claire. Ce n'était pas un cadeau d'anniversaire. J'ai donné une adresse au chauffeur. Je dois aller chez Richard et Evelyne Fournier. Le chauffeur, plus âgé, a légèrement hoché la tête, ne posant aucune question. Sur le chemin, j'ai regardé par la fenêtre les rues défiler lentement. Des enfants couraient sous la pluie en tenant des parapluies rouges. Je me suis demandé, Léo a 7 ans maintenant. Se souvient-il encore de mon visage ? Ou le souvenir de sa grand-mère a-t-il été effacé de son esprit
en même temps que les vieilles photos. La voiture s'est arrêtée devant une maison en briques rouges au coin de la rue des Cèdres. La maison était vieille, mais accueillante. De la mousse sur les tuiles du toit, des géraniums violets le long du porche. J'ai agrippé la boîte à gâteaux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai monté les marches. La porte s'est ouverte après 2 coups. Evelyne, la mère d'Amélie, est apparue, son visage s'illuminant en me voyant. « Mon Dieu, Hélène, ça fait si longtemps !» Sa voix était toujours douce, un mélange de surprise et de chaleur. Richard est sorti derrière elle dans un pull à col roulé marron, souriant gentiment, mais avec une pointe de prudence, en voyant le gâteau dans mes mains. J'ai souri légèrement, essayant de paraître naturelle. « Ça fait longtemps, Evelyne. Je suis venue parce que je pense que vous devriez voir ça. » J'ai posé le gâteau sur la table de la salle à manger, j'ai dénoué le ruban et j'ai soulevé le couvercle. L'odeur de chocolat s'est répandue, riche et lourde. Des lettres blanches sur la surface disaient « Joyeux anniversaire, maman !» Exactement la même écriture qu'Amélie utilisait sur les cartes il y a des années. Evelyne a légèrement froncé les sourcils. « Amélie t'a envoyé ça ?»« Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois le manger ou en avoir peur. » Richard m'a regardé, puis le gâteau, ses yeux passant lentement de la surprise à la suspicion. « Vous savez comment est notre fille ?» ai-je coupé, souriant tristement. « Amélie, c'est comme ça qu'elle se fait appeler maintenant. C'est vrai. » Evelyne a soupiré. Amélie ne fait jamais rien sans raison. Elle est calculatrice. Nous nous sommes assis. Je leur ai brièvement raconté le texto qui accompagnait le gâteau, les années d'isolement, l'anniversaire de Léo qui avait été changé. Chaque détail ressemblait à des ciseaux coupant le fil fragile qui liait nos familles. Evelyne est semble restée immobile, la main sur la bouche. Elle n'aurait pas pu. Elle n'irait pas si loin, Hélène. Je l'ai regardée doucement. Je le pensais aussi. Mais aujourd'hui, quand ce gâteau est arrivé, j'ai senti le piège, comme toujours. Sucré, mais plein d'intrigues. L'air dans la pièce s'est épaissi. Richard a posé les mains sur la table, ses yeux se creusant. C'était un homme de peu de mots, mais ce regard me disait tout. Il comprenait. Aucun mot n'était nécessaire. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai posé l'écran face visible sur la table. Si elle répond, je répondrai et je mettrai le haut-parleur. Evelyne a cligné des yeux. Tu penses qu'elle va envoyer un texto ? Elle le fait toujours. Elle a toujours besoin de savoir comment les gens réagissent. La pièce est tombée dans le silence. Seul le tic-tac régulier de l'horloge et le doux crépitement de la pluie contre la vitre. J'avais l'impression d'être assise entre 2 mondes. D'un côté, une vérité trop claire. De l'autre, la croyance à laquelle ses parents s'accrochaient encore. Et puis le téléphone a vibré. L'écran s'est allumé avec un court message. « Tu aimes ?» La même formulation froide et familière qu'il y a 5 ans. Je les ai regardés et j'ai hoché la tête. Evelyne a retenu son souffle. J'ai tapé lentement. « Tes parents l'aimeront davantage. » Parfois, une phrase calme suffit à faire tomber le masque d'un menteur. J'ai choisi le silence, mais un silence qui avait du poids. Et vous ? Dans votre vie, avez-vous déjà utilisé le silence pour vous protéger ? J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai activé le haut-parleur. Nous sommes restés assis tous les 3, immobiles, écoutant le tic-tac de l'horloge entre de longues pauses suffocantes. Evelyne serrait la main de son mari. Richard fronçait les sourcils en regardant l'écran comme s'il attendait qu'une bombe à retardement explose. Je suis restée calme, les yeux fixés sur le gâteau, posé là sur la table, beau et terrifiant, comme une œuvre d'art cachant un secret. Personne n'a dit un mot de plus. Seule la pluie s'est intensifiée,
tambourinant contre la fenêtre, se mêlant au battement lent et régulier de mon cœur. À l'intérieur, je ressentais quelque chose d'étrange. Pas de la peur, mais le calme de quelqu'un qui en a trop vu, parce que je savais que le prochain message arriverait. Et quand le téléphone sonnerait, ce serait le moment où la vérité, aussi longtemps qu'elle ait été cachée, parlerait d'elle-même. Le téléphone a sonné, une sonnerie longue, aiguë et froide, comme un fil tendu dans la nuit. Evelyne a sursauté, tandis que je regardais simplement l'écran allumé et que je tapotais pour activer le haut-parleur. La voix d'Amélie est sortie, tremblante et brisée. Rien à voir avec son assurance d'antan. « Maman, qu'est-ce que tu as fait du gâteau ?» Je me suis penchée en arrière, ma voix étrangement stable. « Je l'ai donné à tes parents. » Un long silence. Je pouvais entendre sa respiration rapide, le bruit de mouvement comme si elle s'agitait en panique. Puis, soudain, un cri a déchiré l'air. « Non! Ils ne peuvent pas le manger !» Richard et Evelyne se sont figés. Evelyne a laissé tomber la tasse de thé qu'elle tenait. La porcelaine a cliqueté doucement et a roulé plusieurs fois sur le parquet. Richard s'est levé d'un bond, sa main tremblant sur le bord de la table. Il a fixé le téléphone, puis a grondé. « Amélie, qu'y a-t-il dans ce gâteau ?» À l'autre bout du fil, des respirations rauques, puis des sanglots. Je n'ai mis que des laxatifs. Sa voix s'est éteinte, s'interrompant. Juste pour qu'elle soit mal en point pendant quelques jours, comme j'ai souffert pendant 5 ans. Personne n'a parlé. La pièce a sombré dans un silence épais, lourd comme du brouillard. Evelyne s'est effondrée sur une chaise, des larmes coulant sur ses joues. Elle a murmuré, presque pour elle-même. « Mon Dieu, qu'a-t-elle fait ?» Richard est resté debout, son visage devenu gris. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux vers le gâteau au milieu de la table, toujours intact, magnifique, comme si de rien n'était. J'ai vu ses épaules trembler. Puis il a reculé, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Je n'ai pas parlé. Je suis juste restée assise tranquillement. Je n'étais plus en colère, seulement profondément fatiguée, comme une lampe qui a brûlé trop longtemps et qui est sur le point de s'éteindre. Mes sentiments semblaient gelés. J'avais imaginé de nombreuses façons dont son masque pourrait tomber, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si vite ou de manière si crue. Et puis, comme si le destin voulait que nous y fassions tous face en même temps, la porte s'est ouverte. Nicolas est entré. Il s'est arrêté net en me voyant, ses beaux-parents et le gâteau sur la table. Au téléphone, la voix d'Amélie sanglotait encore, faible. « Maman, s'il te plaît, ne les laisse pas le manger. C'est ma faute. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. » Nicolas a regardé autour de lui, confus. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi es-tu ici ?» Evelyne n'a pas répondu. Elle a juste montré le téléphone en mode haut-parleur. Nicolas s'est approché, a écouté pendant quelques secondes, et son visage a lentement perdu toute couleur. La voix d'Amélie continuait. « C'est juste un petit médicament. Je voulais juste qu'elle sache ce que ça fait de perdre le contrôle, de sentir ce que c'est d'être tourmenté. » Nicolas est resté figé. 1 seconde, 2 secondes. Puis il a lâché, la voix tremblante. « Tu as essayé d'empoisonner ma mère. » À l'autre bout du fil, le son de la respiration laborieuse était clair. « Ce n'est pas du poison !» a crié Amélie en pleurant. « Je n'essayais de tuer personne. Je voulais juste qu'elle apprenne une leçon. Je voulais qu'elle sache ce que ça fait d'être méprisée pendant des années. » Nicolas a reculé, les mains pendantes. J'ai vu les yeux de mon fils remplis de douleur et de confusion. On aurait dit qu'on lui avait coupé le souffle. « Une leçon pour ma mère ?» Sa voix est devenue rauque.
La femme qui s'est occupée de toi quand tu as eu Léo, qui a payé tes factures d'hôpital, qui a cuisiné pour toi tous les week-ends. C'est à cette personne que tu voulais donner une leçon? Amélie s'est tue. Seuls des sanglots étouffés résonnaient à travers le haut-parleur. Evelyne s'est couvert le visage et a pleuré, tandis que Richard se tenait derrière sa femme, le regard figé. Je suis restée là où j'étais, les mains jointes, étrangement calme. Je ne ressentais aucune satisfaction. Il n'y avait rien à se réjouir dans un moment comme celui-ci, où une famille se fracture sous le poids de ses propres maux. Nicolas m'a regardé, suppliant et désespéré. « Maman, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien de tout ça. » J'ai hoché la tête et j'ai esquissé un faible sourire. « Je sais, mon fils. Je sais que tu n'es pas comme ça. » Amélie continuait de parler, mais sa voix s'affaiblissait, se brisant en sanglots informes. Je voulais juste que sa mère arrête de me détester. Je voulais qu'elle sache que j'ai été blessée, moi aussi. Evelyne a réussi à articuler, la voix étranglée. « Amélie, qu'as-tu fait? N'as-tu pas honte? » « Je suis désolée, maman. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Richard a rugi, la voix rauque. « Ça suffit, Amélie. Personne ne mérite ça. Pas même Hélène. » La pièce est devenue complètement silencieuse. La pluie martelait plus fort contre le porche, faisant vibrer les vitres. Nicolas s'est détourné, les poings serrés. Il a fixé le sol, puis m'a regardé à nouveau, les yeux rouges. « Maman, pourquoi ne dis-tu rien ?» J'ai répondu doucement. « Parce que tout est déjà clair. Parfois, mon fils, la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'être entendue. » J'ai jeté un coup d'œil à la pièce, celle où j'avais l'habitude de partager des dîners chaleureux avec eux, où les rires emplissaient autrefois l'air. Maintenant, elle témoignait d'une femme se mettant à nu avec sa propre confession tremblante. Amélie disait encore quelque chose, mais personne n'écoutait vraiment. Chacun de nous était perdu dans ses propres pensées. Evelyne se couvrait le visage, les épaules secouées. Richard regardait par la fenêtre, les yeux vides. Nicolas était comme pétrifié, une main sur la table, l'autre couvrant son visage. Je me suis levée, je me suis approchée du téléphone et j'ai appuyé sur fin. Un court bip, puis le silence. Seul le tic-tac régulier de l'horloge subsistait, comme si le temps lui-même témoignait de quelque chose qu'aucun de nous ne voulait croire. J'ai parlé tranquillement, ma voix basse mais ferme. Je ne la déteste pas, mais peut-être que pour la première fois, elle s'est vraiment vue elle-même. Personne n'a répondu. Un courant d'air s'est glissé par l'entrebâillement de la porte, apportant l'odeur de la pluie et le chocolat persistant dans l'air. Doux, mais qui maintenant nous donnait à tous la nausée. Dehors, Annecy devenait plus froide. La dernière lumière du jour tombait tranquillement, s'étirant sur la table où le gâteau était toujours là. Beau, parfait et dangereux, comme la personne qui l'avait fait. Et j'ai compris. Parfois, la justice n'a pas besoin d'un tribunal. Elle arrive au moment où quelqu'un expose sa propre obscurité. Quand j'ai appuyé sur fin, la pièce est tombée dans un silence absolu. Aucun de nous n'a dit un mot. Même la pluie sur le porche semblait ralentir, comme si le monde entier retenait son souffle face à ce qui venait de se passer. Le gâteau au chocolat reposait, immobile, sur la table, son glaçage lisse reflétant la pâle lumière jaune. Il était si beau qu'il semblait faux, tout comme la personne qui l'avait envoyé. Je suis restée assise tranquillement, les doigts entrelacés, écoutant le tic-tac de l'horloge. Chaque tic-tac sonnait comme un coup, me rappelant que 5 années d'isolement, d'incompréhension, d'exclusion de ma propre famille avaient enfin été entendues par quelqu'un d'autre. Richard a rompu le silence le premier. Il s'est levé lentement,
a pris son téléphone et a appelé un ami médecin. Sa voix était stable. J'ai besoin de faire analyser un échantillon de gâteau. Oui, contamination possible. Nous ne sommes pas sûrs. D'accord, dès que possible. Evelyne était assise, immobile, ses mains fines tordant un mouchoir. Ses yeux étaient rouges et humides. Elle m'a regardé, puis son beau-fils, comme si elle ne pouvait pas croire que la fille dont elle avait été si fière pouvait faire une chose pareille. Nicolas est resté assis, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux injectés de sang, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Enfin, il a relevé la tête, la voix rauque. « Maman, je l'ai cru. J'ai cru tout ce qu'elle a dit sur toi. Je pensais que tu étais égoïste, contrôlante, que tu essayais de te mêler de notre vie. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais autrefois porté, à qui j'avais appris à marcher et que j'avais fièrement accompagné à l'autel. Maintenant, il était assis devant moi, comme un enfant perdu, les yeux pleins de culpabilité. J'ai tendu la main vers la sienne. Elle était froide et tremblante. « Ce n'est pas grave, Nicolas, » ai-je dit doucement, ma voix basse, mais sûre. Être manipulé ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie juste que tu aimes trop fort. Il a baissé la tête, des larmes coulant. Je suis désolée de t'avoir laissé seule pendant 5 ans. Je ne savais pas ce que tu traversais. Je l'ai juste écouté. Je l'ai cru. Je t'ai évité. Chaque fois que tu appelais, elle disait que tu essayais de me contrôler. Je ne voulais pas y croire, mais... J'ai serré sa main et je l'ai interrompue. Tu es là maintenant. C'est suffisant. Un petit sourire a effleuré mes lèvres. Pas de joie, mais de paix. Pendant des années, j'avais aspiré à entendre ces mots, non pas pour me venger, mais pour savoir que l'amour d'une mère avait encore une place dans le cœur de mon fils. Evelyne a essuyé ses larmes, la voix entrecoupée. Nous la voyions tout contrôler, mais nous n'aurions jamais imaginé qu'elle irait aussi loin, Hélène. J'ai hoché la tête doucement. Elle a toujours été habile, Evelyne. Personne ne voit l'ombre derrière ce sourire jusqu'à ce qu'elle se révèle d'elle-même. Richard est revenu et a dit brièvement « Le médecin dit d'apporter l'échantillon à l'hôpital. Il attendra. » Puis il m'a regardée, parlant lentement. « Voudrais-tu que nous venions avec toi ?» J'ai regardé autour de moi dans la pièce. De vieilles photos étaient toujours accrochées au mur. Le mariage de Nicolas et Amélie. Léo nouveau-né. La famille Fournier en vacances à la plage. Maintenant, elles semblaient être les témoins d'un bonheur souillé par des mensonges. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. Allons-y ensemble. Avant de partir, Nicolas a dit tranquillement « Maman, je vais porter le gâteau. » Il a soulevé la boîte avec précaution, ses mains tremblant comme s'il tenait quelque chose de fragile. Cette vision m'a serré la gorge. Des années auparavant, Amélie m'avait arraché un gâteau des mains lors d'une fête en riant. « Laisse-moi faire, tu es maladroite. » Et maintenant, mon fils tenait son gâteau comme une preuve de la vérité. Dehors, la pluie s'était calmée. La route brillait des lumières réfléchies. Nous 4, moi, Nicolas, Richard et Evelyne, sommes sortis sur le porche sans un mot. Le vent froid faisait bruire les feuilles d'érable sèches. J'ai resserré mon écharpe, sentant le froid s'infiltrer, mais il ne me coupait plus comme les hivers solitaires d'avant. La voiture de Richard a démarré. Nous avons roulé en silence. Nicolas était assis à côté de moi, regardant par la fenêtre, jetant de temps en temps un coup d'œil à la boîte entre nous. Je l'ai vu serrer les poings, comme s'il essayait de s'accrocher aux derniers vestiges de sa foi. J'ai parlé doucement, d'une voix claire et légère. « Nicolas,
Ne laisse pas la haine prendre le dessus. Le pardon n'est pas pour elle. C'est pour que tu puisses être libre. Il a hoché la tête, des larmes coulant à nouveau. Je sais, maman. Je ne sais juste pas comment la voir de la même manière maintenant. Tu n'as pas à le faire. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut recommencer avec la vérité. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Richard a apporté le gâteau au laboratoire et l'a remis directement au médecin qu'il connaissait. Pendant que nous attendions, nous nous sommes assis dans le couloir, sur des sièges froids, sous des lumières blanches et froides. Evelyne était assise, immobile, les mains serrées, soupirant de temps en temps. Je les ai regardés, les parents qui avaient élevé Amélie, et j'ai réalisé que parfois, la tragédie n'est pas seulement la trahison. C'est le moment où les parents sont forcés de voir l'obscurité dans leur propre enfant. Environ 30 minutes plus tard, le médecin est sorti, le visage sérieux. Il a fait un signe de tête à Richard, puis nous a regardés. Ce n'est pas une toxine mortelle, mais il y a une forte présence de laxatif. En grande quantité, cela peut provoquer une déshydratation et une hypotension. Heureusement, personne n'en a mangé. Evelyne s'est effondrée en larmes. Richard a posé une main sur son épaule, son visage assombri. Nicolas a baissé la tête, les yeux fermés, tandis que je hochais la tête. Ni surprise, ni en colère. J'ai simplement dit doucement « C'est suffisant ». Nous sommes rentrés sans un mot. La ville, la nuit, était floue sous une fine couche de brume. Les phares scintillaient à travers les gouttelettes accrochées au pare-brise. J'ai regardé Nicolas. Il était silencieux, le visage lourd de tristesse. Mais ses yeux n'étaient plus troubles. Quand nous nous sommes arrêtés devant la maison de Richard, je me suis tournée vers mon fils. « Nicolas, merci d'avoir été là. » Il a pris ma main, la voix tendue. « Non, maman. C'est moi qui devrais te remercier d'être encore là, même après tout ce que je t'ai fait subir. » J'ai souri légèrement. Personne ne naît en sachant être un parent ou un enfant, Nicolas. Nous apprenons, parfois à travers la douleur. Nous sommes entrés. L'air semblait différent maintenant. Non pas une pièce lourde de secrets, mais une pièce rincée par la vérité. Richard a posé le rapport du laboratoire sur la table et Evelyne a préparé plus de thé. Je me suis assise et j'ai regardé autour de la pièce familière. Les cadres sur le mur étaient toujours là, mais leur signification avait changé. Ce n'étaient plus des accessoires pour un bonheur factice. Ils étaient devenus la preuve que les mensonges ne durent pas. Nicolas était assis en face de moi, plus calme. « Maman, je comprends maintenant. Personne ne peut me faire te tourner le dos, à moins que je ne le laisse faire. » J'ai souri, me sentant légère pour la première fois, depuis des années. Je ne me sentais plus seule dans ce combat, car enfin, la vérité avait des témoins. Les résultats officiels des tests sont arrivés 3 jours plus tard. Le logo de l'hôpital figurait sur le papier à en-tête, glissé dans une enveloppe blanche, et lorsque Richard l'a posé sur la table, la pièce est devenue silencieuse. Personne n'avait besoin de lire au-delà de la première ligne. Une courte phrase a fait chuter l'atmosphère comme du plomb. L'échantillon de gâteau contient une forte concentration d'un laxatif puissant, au-dessus du seuil de sécurité. Potentiellement dangereux pour les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes cardiaques. Je suis restée assise tranquillement, entendant Evelyne expirer longuement, ses mains tremblant. Je pensais m'être préparée au cours des derniers jours, mais voir la vérité en noir sur blanc me piquait encore comme une aiguille froide. Plus de place pour le doute. Aucune chance de « peut-être que c'est un malentendu ». Richard et Evelyne ont immédiatement accepté de témoigner. Ils ont apporté l'enregistrement de cet appel téléphonique. La voix tremblante d'Amélie, son aveu de « juste des laxatifs ». Richard demandant « Combien ?»
et les sanglots d'Evelyne à la fin. Tout a été remis à la police comme preuve. Je savais que c'était une décision douloureuse pour eux. Elle était, après tout, leur unique fille. Je me souviens du moment où Richard a signé sa déclaration. Il a fait une longue pause avant d'écrire, sa main tremblant légèrement, puis a appuyé d'un trait ferme. Quand il a relevé les yeux, il a simplement dit « Nous devons arrêter ça avant qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre. » Nicolas était là aussi, le visage tendu mais résolu. Il a demandé la garde de Léo, invoquant un environnement de vie toxique et un comportement mettant en danger autrui. Dans les yeux de mon fils, je ne voyais plus la confusion d'antan, mais la lumière de quelqu'un qui s'était réveillé. Peut-être que pendant 5 ans, il était resté silencieux par peur, mais maintenant, il parlait avec tout l'amour qu'un père peut avoir pour son enfant. Je n'ai pas assisté à la première audience, mais Nicolas m'a dit qu'Amélie avait gardé son sang-froid jusqu'à la toute fin. Elle s'est présentée avec des cheveux légèrement bouclés, une robe crème de bon goût et un maquillage méticuleux, comme si la poudre pouvait couvrir toutes les erreurs. Lorsque l'avocat l'a interrogée sur le gâteau, elle a esquissé un mince sourire et a dit « Je n'ai envoyé qu'un cadeau d'anniversaire. Elle m'a piégée. Elle a menti exprès pour que je perde tout. J'ai écouté et j'ai senti mon cœur devenir aussi immobile qu'une page blanche. J'étais habituée à la manipulation, mais cela me serrait encore la poitrine. Mais cette fois, je n'avais pas à me défendre. Les preuves, l'enregistrement, les textos, sa voix paniquée au « Téléphone, parlez pour moi ». Lorsque la police a extrait les données du téléphone, tout correspondait. Le texto « Tu aimes ?» Ma réponse « Tes parents l'aimeront davantage » et l'appel frénétique quelques minutes plus tard. Chaque mot, chaque sanglot était une marque à laquelle Amélie ne pouvait échapper. Quand j'ai entendu l'avis officiel que la police ouvrait une enquête criminelle, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. J'ai juste ressenti de la tristesse. Une tristesse profonde et silencieuse, comme regarder quelqu'un tomber d'une falaise sans pouvoir le retenir. Amélie a été temporairement interdite de contacter la famille pendant que l'enquête et le processus judiciaire se poursuivaient. Pendant ce temps, Nicolas a obtenu la garde temporaire de Léo. J'ai rendu visite à la maison de mon fils une fois et j'ai vu Léo sur le sol du salon en train de construire un avion en jouet. Il a levé les yeux, m'a vu et ses yeux se sont illuminés. Mamie. Ces 2 mots seuls m'ont fait me détourner pour cacher mes larmes. Pendant 5 ans, on lui avait appris à m'oublier, et il se souvenait encore. Certains liens du sang, même enfouis sous des mensonges, tiennent plus fort que n'importe quel mot. L'histoire s'est répandue rapidement dans le quartier. Les voisins, les amis et les anciens collègues d'Amélie en parlaient tous. Tout le monde était choqué. La femme autrefois louée comme une bonne épouse, un modèle, une belle-fille parfaite, était devenue le centre d'un scandale. Les gens qui l'admiraient ne pouvaient pas y croire. Ceux qu'elle avait blessés soupirèrent tranquillement. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait le dire. J'ai reçu quelques appels, certains pour me réconforter, d'autres par curiosité, d'autres juste pour satisfaire leur curiosité. Je n'en voulais à personne. Les gens font toujours plus confiance à une surface polie qu'aux fissures derrière une porte fermée. Nicolas parlait peu pendant ces jours. Je l'ai vu devenir plus silencieux, ses yeux se perdant vers la fenêtre chaque fois que Léo jouait. Un après-midi, alors que nous étions assis sur le porche, il a dit doucement « J'ai honte, maman. Je l'ai laissé diriger toute ma vie. Mais peut-être que sans ça, je serais resté aveugle. » J'ai posé une main sur son épaule, ma voix douce mais ferme.
Personne ne sait qu'il est contrôlé jusqu'à ce que le fil soit coupé, Nicolas. Ne te déteste pas. L'important, c'est que tu es arrêté. Il est resté silencieux, puis a esquissé un sourire triste. Je veux juste que Léo grandisse dans une maison sans mensonge. J'ai hoché la tête, sentant une petite lumière revenir à la place dans mon cœur qui s'était assombri. Ce soir-là, le téléphone a sonné. C'était Evelyne. Sa voix était faible et tremblante. « Hélène, nous venons de voir les nouvelles. Ils ont dit qu'Amélie pourrait être accusée de mise en danger de la santé d'autrui. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons élevé un monstre sans le voir. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. J'ai imaginé l'Evelyne que j'avais connue, une mère fière se vantant que sa fille était professeure à l'université, attentionnée, dévouée. Je comprenais cette douleur. Pour un parent, rien n'est plus lourd que d'admettre que son propre enfant a fait du mal aux autres. J'ai répondu tranquillement, avec le calme que j'avais bâti au fil des années d'endurance. Evelyne, parfois, pour vraiment voir quelqu'un, il faut le regarder quand il a peur. Quand le masque tombe, seule la partie réelle reste. À l'autre bout du fil, Evelyne s'est effondrée. Elle n'a rien dit d'autre, répétant simplement « Je suis désolée, Hélène. Nous sommes vraiment désolés. » Je suis restée assise, écoutant le vent à travers le cadre de la fenêtre, et j'ai réalisé qu'en fin de compte, je n'avais besoin des excuses de personne. La vérité avait pris mon parti d'elle-même, non pas en criant, mais par des preuves indéniables. Amélie pouvait prétendre que je l'avais piégée, mais personne ne la croyait. Une femme peut monter un scénario aussi habilement qu'elle le veut, mais elle ne peut pas contrôler sa propre réaction dans un moment de peur. Cette panique a tout mis à nu. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la pluie. Les lampadaires se reflétaient dans ma tasse de thé comme une fine traînée de justice. Personne n'a gagné dans cette histoire, mais au moins, la vérité avait une voix. Et je savais qu'à partir de la seconde où Amélie a crié « Ils ne peuvent pas le manger !» chaque masque dans cette famille est tombé, ne laissant qu'une chose, la lumière de la vérité, tardive, mais encore assez forte pour déchirer l'obscurité. Après l'audience préliminaire, tout a semblé se calmer un instant. Des années de suspicion, d'isolement et de silence m'avaient entraîné pour les soirées où il n'y avait rien d'autre que le tic-tac de l'horloge dans une maison froide. Mais maintenant, cette maison abritait 2 souffles de plus. Mon fils et mon petit-fils. Nicolas a fait ses valises et a quitté l'appartement qu'il partageait avec Amélie, emménageant avec moi pour un temps, jusqu'à ce que les choses se calment. C'est ce qu'il a dit. Mais nous savions tous les deux qu'il avait besoin de plus qu'un endroit où rester. Il avait besoin d'un endroit pour recommencer, un endroit pour respirer sans jugement. Léo, 7 ans, était timide au début. Il se blottissait dans le canapé, ses yeux scrutant chaque recoin de ma petite maison. Mais quelques jours plus tard, lorsque j'ai préparé la première fournée de biscuits et que j'ai demandé « Tu veux aider mamie ?» Il a hoché la tête, remuant la pâte avec ses petites mains, souriant largement. Ce soir-là, quand j'ai posé le plateau doré sur la table, il a murmuré « Merci, mamie !» 2 mots simples, et j'ai dû me détourner pour cacher mes larmes. Pendant 5 ans, je ne l'avais vu qu'en photo en ligne, où Amélie me qualifiait de « grand-mère distante ». Pourtant, un mamie, et c'était comme si la distance n'avait jamais existé. Les soirées n'étaient plus vides. Je racontais à Léo des histoires pour s'endormir, des histoires de gens qui affrontaient leur peur, de courage et de vérité. Il écoutait, s'endormant parfois au milieu de l'histoire, sa respiration lente et facile. Chaque fois, je lui caressais les cheveux
et je murmurai. « Tu es en sécurité maintenant, Léo. » Nicolas s'asseyait souvent dans un coin, avec une pile de devoirs inachevés. La lampe de bureau éclairait son visage, fatigué, mais plus lumineux que je ne l'avais vu depuis des années. Une fois, alors que je lui apportais du thé chaud, il a dit tranquillement, sans lever les yeux. Elle me faisait penser que finir mes études était inutile, que je n'étais pas assez bon, pas assez pratique. Maintenant, je veux terminer le master que j'ai abandonné. J'ai posé une main sur son épaule et j'ai souri. Moi, je veux juste entendre à nouveau ton rire. Le rire de mon fils, que personne ne peut étouffer. Il a levé les yeux et a souri. Pendant un instant, j'ai revu le jeune homme qu'il était, celui qui croyait que l'amour pouvait tout arranger. Il avait changé, et ce changement était le vrai cadeau. Bien sûr, l'obscurité n'a pas disparu avec une seule décision de justice. Amélie appelait encore, parfois en sanglotant, s'excusant, promettant une thérapie, parfois froide, presque menaçante. De longs messages, mi-suppliants, mi-agressifs, inondaient le téléphone de Nicolas. Mais nous avions appris à garder le silence. Pas de réponse, pas de dispute. Une fois, alors que je le voyais supprimer les messages un par un, j'ai dit doucement « Ne la laisse pas continuer à vivre dans ta tête. » Il a hoché la tête, a serré fort le téléphone, l'a posé, et ses yeux sont devenus plus stables. Quelques semaines plus tard, Evelyne m'a envoyé un texto, court et simple. Elle ne veut pas aller en thérapie. Elle croit qu'elle est la victime, que nous complotons tous pour la détruire. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai répondu « Je comprends. Mais parfois, pour voir la vérité, une personne doit vivre avec elle tous les jours. » Cette nuit-là, j'ai ouvert mon vieux journal en cuir, celui que j'avais rempli pendant 5 ans de douleur et de questions sans réponse. J'ai écrit une ligne de plus. La punition la plus dure ne vient pas du tribunal. Elle vient quand quelqu'un doit vivre pour toujours avec sa propre vérité. J'ai fermé le livre et j'ai expiré. La vie a lentement retrouvé un rythme si normal qu'il en paraissait étrange. Le matin, Nicolas emmenait Léo à l'école pendant que je nettoyais et m'occupais du jardin. Chaque après-midi, nous cuisinions tous les 3 ensemble et parlions de petites choses. Les plats préférés de Léo, le sujet de recherche de Nicolas, de vieilles histoires que je racontais à nouveau. Une nuit, Léo a demandé « Mamie, pourquoi maman ne rentre pas à la maison ?» Je me suis assise sur le lit et j'ai redressé sa couverture. Elle apprend à être meilleure. Ça pourrait prendre un certain temps. Aussi longtemps que 5 ans? J'ai souri, le cœur pincé. Peut-être, mais un jour tu comprendras. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, a serré son ours en peluche et s'est endormi. Tard dans la nuit, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lumière du lampadaire scintiller sur ma tasse de thé. Le jasmin flottait dans la brise. La plume de Nicolas crissait sur le papier. Un son régulier, comme le battement de cœur d'une maison qui revient à la vie. J'ai regardé mon fils et mon petit-fils, et j'ai réalisé que ces années d'isolement m'avaient appris ceci. La peur ne disparaît jamais complètement. Mais elle rétrécit quand on a quelqu'un avec qui y faire face. En regardant Léo dormir, sa petite main tenant la couverture, son visage si paisible que cela soulageait ma poitrine, je savais qu'il, pris entre 2 mondes d'adultes, était le premier à être libéré. Plus de phrases cruelles sur la grand-mère contrôlante. Plus de vie dans une maison où tout le monde a peur de mettre sa mère en colère. J'ai éteint la lumière, je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé la maison. L'obscurité est tombée, mais je n'avais pas peur. Pour la première fois depuis des années, l'endroit semblait chaleureux, non pas à cause d'un feu,
Mais grâce au doux rire endormi de Léo, à mon fils écrivant à son bureau, et à la paix revenant après 2 tempêtes, je me suis murmuré à moi-même. Il n'y aura plus de nuits effrayantes. Puis j'ai fermé doucement la porte et j'ai laissé le calme grandir. Le jour du prononcé de la sentence, un ciel gris et lourd pesait sur Annecy. J'étais assise au 2e rang de la salle d'audience, les mains jointes, me tenant droite. Nicolas était assis à côté de moi, et Richard et Evelyne de l'autre côté de l'allée. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Au milieu se tenait Amélie, plus petite sous les lumières blanches, les cheveux en désordre, le mascara coulant. Ce n'était plus la femme soignée et confiante qui avait balayé ma vie comme une tempête. Le juge, un homme plus âgé aux cheveux argentés et à la voix posée, a lu la décision finale. Il parlait lentement, chaque mot tranchant l'air. Sur la base des résultats de l'enquête, des témoignages et des preuves enregistrées, le tribunal déclare l'accusée, Amélie Fournier, coupable de mise en danger intentionnelle d'autrui. Peine, 2 ans de probation, un traitement psychologique obligatoire et une ordonnance de non-contact avec la plaignante et les parties liées. 3 coups secs du marteau. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une vague d'épuisement. 5 ans, c'est un long chemin. Je pensais que mon cœur était devenu insensible, mais il s'est quand même serré. Nicolas a fermement saisi ma main. Chaude, ferme, une promesse de ne plus jamais la lâcher. J'ai hoché la tête, regardant droit devant moi Amélie, tremblante. Elle s'est tournée vers moi, les yeux mêlés de haine et de désespoir. Sa voix était rauque. Elle m'a tout pris. Les mots ont claqué dans la salle silencieuse. Le juge a levé les yeux, calme mais tranchant comme un rasoir. Personne ne vous a rien pris, Madame Fournier. Vous l'avez perdu vous-même. Derrière moi, Richard et Evelyne ont fondu en larmes. Leurs sanglots étaient doux, le son d'un fardeau sans endroit où reposer. Ils n'ont pas défendu leur fille, et ils ne m'ont pas lancé de regard noir. Ils n'étaient que des parents forcés de regarder leur enfant détruire sa propre vie. Je me suis levée, je me suis approchée d'eux, et j'ai posé une main sur l'épaule d'Evelyne. Ses yeux étaient rouges quand elle a levé les yeux. J'ai dit doucement, juste pour nous 3. Tu es toujours sa mère, Evelyne. Mais pour l'instant, s'il te plaît, sauve d'abord mon petit-fils. Elle a hoché la tête, les larmes coulant. Elle a pris ma main, tremblante. Merci de ne pas laisser le garçon grandir dans l'obscurité comme ma fille l'a fait. J'ai répondu simplement. Parfois, l'amour ne consiste pas à pardonner, mais à arrêter les choses. Quand nous avons quitté la salle d'audience, Nicolas marchait à côté de moi, tenant fermement la main de Léo. Le garçon regardait autour de lui, curieux. Il ne comprenait pas le désordre des adultes, mais sentait le changement dans l'air. Il a levé les yeux, a souri et a murmuré. « Mamie, on peut rentrer à la maison ?» J'ai souri, lui ai caressé les cheveux. « Oui, rentrons à la maison, Léo. » Dehors, devant le palais de justice, le vent d'octobre était froid et sec. La lumière du soleil filtrait à travers le gris, se déversant sur les marches de pierre que tant de gens venaient de gravir. J'ai tenu la main de Nicolas, le cœur plus léger. Dans les yeux de mon fils, je ne voyais plus des années de doute, seulement une nouvelle certitude, la lumière d'un homme qui avait appris qui protéger. La nouvelle s'est répandue rapidement à travers Annecy. Les journaux ont appelé cela un cas révélateur sur la violence psychologique dans la famille, où le mal n'était pas infligé par les poings, mais par les mots et la manipulation. Ils ont parlé de moi, m'ont qualifié de victime résiliente. Je n'ai pas fini les articles. Une journaliste est venue à la porte, a brandi sa carte de presse et a demandé « Voudriez-vous partager vos pensées pour
pour aider les femmes qui ont vécu la même chose? J'ai secoué la tête et j'ai souri. Je n'ai pas besoin d'un public. J'ai juste besoin de justice. Elle a hoché la tête, un peu déçue. Je comprenais. Le monde aime les histoires qui se terminent par des applaudissements. La vraie vie n'est pas une scène. Je n'avais pas besoin d'acclamation. J'avais juste besoin de regarder les blessures se refermer. Cette nuit-là, ma petite maison brillait à nouveau. Léo construisait avec des Legos et Nicolas lisait à table. J'ai préparé du thé et j'ai versé 2 tasses, une pour moi, une pour la photo sur le buffet. La photo de mon mari, des yeux bienveillants, un sourire qui adoucissait tout. Je me suis assise, je l'ai regardé et j'ai parlé comme s'il était là. Tu vois, notre fils est revenu. Il rit à nouveau. Et notre petit-fils, il grandira dans la lumière, pas dans la peur. J'ai fait une pause, écoutant le rire de Léo résonner depuis le salon. Clair, facile, vivant. Nicolas a ri aussi, chaleureux et calme. Le son s'est mêlé au jasmin dans l'air, et j'ai senti une main invisible se poser doucement sur mon épaule. J'ai regardé à nouveau la photo, et j'ai murmuré. « Tu vois, tout a finalement trouvé sa place. » Dehors, une brise a fait bouger les carillons de verre sur le porche. Ils ont tinté doucement, comme une félicitation tardive. J'ai fermé les yeux, j'ai senti le courant d'air, et mon cœur est devenu léger comme une feuille après la saison des tempêtes. Après toutes ces années, j'ai compris que la plus grande victoire n'est pas de faire tomber le malfaiteur. C'est d'empêcher son propre cœur de se transformer en pierre. Cette nuit-là, entre le vent doux et les rires de ma famille, j'ai su que les jours sans peur, sans ombre, avaient vraiment commencé. 3 mois après le verdict, Annecy glissait vers le printemps. Les branches de cerisier devant mon porche étaient en fleurs, roses pâles et pures, comme si aucune tempête n'était jamais passée. La vie pour moi, Nicolas et Léo, recommençait à germer. Pas bruyamment, pas précipitamment, mais jour après jour, petit à petit. Nicolas est officiellement retourné à l'université pour terminer le master en conseil qu'il avait autrefois laissé inachevé. Chaque matin, il se lève tôt, prépare le petit déjeuner, puis part avec Léo. Je regarde le père et le fils marcher dans la petite allée ensoleillée, et mon cœur se sent léger, comme si je venais de retrouver un morceau de temps perdu. À midi, la maison est de nouveau calme, mais plus vide. J'ai commencé quelque chose de nouveau. Un cours de cuisine pour les personnes âgées du quartier. Juste de petites sessions. Environ 6 ou 7 femmes à la retraite se réunissent dans ma cuisine. Nous faisons du pain aux bananes, de la soupe de courge butternut et parfois le poulet rôti au citron préféré de Léo. Les rires, le bruit des couteaux sur les planches à découper, le cliquetis de la vaisselle, tout cela se fond en une douce chanson. Je ne leur apprends pas seulement à cuisiner. Nous nous racontons les enfants qui vivent loin, de vieux souvenirs et les choses encore inachevées. J'ai réalisé que la guérison ne signifie pas nécessairement oublier. Parfois, c'est juste cuisiner un bon repas et laisser son cœur s'adoucir. L'emploi du temps de Léo est plus stable que jamais. L'école le matin, la natation ou le football l'après-midi, et le dîner à la maison avec son père et moi le soir. Et chaque samedi, il appelle ça le « jour des biscuits ». Le jour où nous pétrissons la pâte, nous cuisons et nous essayons de nouvelles recettes. Certains jours, les biscuits brûlent. D'autres jours, ils ne lèvent pas uniformément. Mais Léo rit toujours et dit « Ce n'est pas grave, mamie. Les petites erreurs rendent le goût meilleur. » Cette phrase, innocente mais profonde, me fait rire. Peut-être que ce garçon m'a appris la leçon dont chaque adulte a besoin. Les erreurs ne sont pas la fin. Elles font partie de la saveur de la vie. Quant à Richard et Evelyne, après tout,
Ils ont commencé une thérapie familiale. Un soir, Evelyne m'a appelée, sa voix plus légère que les mois précédents. Nous apprenons à aimer à nouveau, Hélène. À aimer sans être aveugle, sans dévorer les autres. Le médecin dit que nous avons passé des années à vivre dans la peur de perdre notre enfant, alors nous n'avons pas osé voir la vérité. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai dit « Parfois, l'amour ne peut pas sauver quelqu'un, mais il peut te sauver, toi. » Je l'ai entendu expirer doucement, puis un léger rire. Je te comprends mieux maintenant. La conversation s'est terminée paisiblement. Pas de haine, pas d'amertume, juste deux femmes qui se tenaient autrefois de part et d'autre, regardant maintenant toutes deux vers un enfant qui grandit. Amélie est différente. Sur ordre du tribunal, elle doit assister à une thérapie obligatoire une fois par semaine. Le médecin a rapporté qu'elle parle peu, reste souvent assise en silence toute la séance, ne répondant que lorsqu'on l'interroge directement. Peut-être que ce silence n'est pas du remords, mais le dernier mur qu'elle a construit pour se cacher de la réalité. À chaque visite supervisée, elle essaie toujours de paraître composée. La salle de visite est lumineuse, avec un travailleur social qui observe. Léo est assis d'un côté et elle de l'autre. « Tu me manques ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Léo regarde autour de lui, puis répond légèrement. « Aujourd'hui, mamie et moi avons fait des biscuits aux amandes. Je t'en ai apporté un. » Il pousse le biscuit sur la table, mais ne dit rien d'autre. Elle force un sourire, essaie de faire la conversation, pose des questions sur l'école et les amis. Mais Léo ne parle que de football, des chiens des voisins et de la soupe de courge que je prépare. Pas de ressentiment, mais pas de lien, non, plus. Juste un enfant qui a appris à garder une certaine distance avec la douleur. Je n'interfère jamais. Je n'apprends pas à mon petit-fils à haïr sa mère, et je ne lui dis pas de lui pardonner. Je dis seulement à Nicolas, « Laisse les choses se dérouler naturellement. Les enfants savent qui les fait se sentir en sécurité. » Je ne déteste plus Amélie. En vérité, je ne l'ai jamais vraiment fait. La haine, c'est quand on veut encore que cette personne souffre. Quant à moi, je ne ressens que de la pitié. De la pitié pour une femme qui n'a jamais appris à aimer sans posséder, qui n'a jamais su que l'amour n'est pas une bataille qu'il faut gagner. Un soir, alors que Nicolas était assis sur le porche à lire, il a levé les yeux et a dit doucement « J'ai l'impression de me réveiller d'une transe, maman. Tout est clair, mais ça fait mal. » Je me suis assise à côté de lui, regardant le coucher de soleil rouge flamboyant. Parfois, se réveiller est la partie la plus difficile, mais aussi la plus belle, mon fils. Il a hoché la tête avec un petit sourire. Je savais qu'il était vraiment sorti de l'ombre. Plus un homme essayant toujours de plaire aux autres, mais quelqu'un prêt à protéger sa propre paix. Dans les jours qui ont suivi, la maison s'est remplie de rires. Au dîner, nous étions assis autour de la table. Léo racontait des histoires d'école, Nicolas posait des questions, et j'intervenais avec un sourire. Ces moments simples, que beaucoup de familles considèrent comme ordinaires, me semblaient un miracle. Une nuit, alors que je débarrassais la table, Nicolas a soudainement dit « Tu sais, si quelqu'un me demande qui a gagné dans tout ça, je dirai personne. » J'ai regardé mon fils, j'ai souri et j'ai répondu « C'est vrai, je n'ai pas gagné non plus. J'ai seulement vaincu le silence. » La pièce est devenue chaleureusement lumineuse. La lumière tombait sur la nouvelle photo de famille. Moi, Nicolas et Léo, une petite famille, pas parfaite, mais réelle et paisible. J'ai regardé les deux hommes de ma vie et la gratitude m'a envahi. Après tout, j'ai réalisé que la justice ne réside pas seulement dans une décision de justice. Elle réside dans le choix de traverser la douleur et de continuer à vivre, d'aimer sans peur.
Et quand la nuit est tombée, j'ai entendu le rire de Léo depuis la chambre, mêlé au fredonnement doux d'une vieille chanson par Nicolas. J'ai fermé les yeux, le cœur rempli de calme. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il ne me faisait plus peur. À la fin, j'ai compris. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie se souvenir sans la douleur. 6 mois après le verdict, Annecy était de nouveau lumineuse. La lumière du début du printemps inondait le porche, touchant les pots de soucis que je venais de rempoter, faisant briller la petite maison d'une autre couche de paix. Léo courait dans le jardin avec le chiot que nous venions d'adopter. Il l'a appelé Muffin parce qu'il a dit que ça sonnait délicieux et joyeux. Le rire d'un enfant mêlé à des aboiements vifs résonnait à travers les portes ouvertes, comme le son que cette maison attendait depuis toutes ces années. Sur la table de la cuisine, mon journal en cuir sombre était ouvert à la dernière page. J'écrivais lentement, soigneusement, comme si je recousais de minuscules déchirures dans la mémoire. Un gâteau d'anniversaire a changé le destin de toute une famille. J'ai posé le stylo et j'ai regardé le porche. Non pas parce que le gâteau avait de la magie, mais parce qu'il a forcé la vérité à se montrer. Tout a commencé avec quelque chose qui semblait petit. Un gâteau sans carte, sans vœux, cachant un seul secret sous le glaçage. Mais parfois, les choses les plus ordinaires sont le point de départ d'un grand éveil. Nicolas est entré, la chemise sur l'épaule, fatigué, mais rayonnant. Il venait de terminer son premier semestre de retour à l'école avec d'excellents résultats. Il a dit, comme s'il se libérait d'un poids, « Tu sais, maman, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir vraiment respirer. » J'ai regardé mon fils, non pas l'homme autrefois contrôlé par la peur, mais quelqu'un qui apprenait à vivre et à choisir pour lui-même. J'ai juste répondu doucement. « C'est bien, Nicolas, tu redeviens toi-même. » Amélie a poursuivi sa thérapie obligatoire. J'ai appris par Evelyne qu'elle parlait peu, mais au moins elle ne niait plus. « Tout prend du temps, » a dit le médecin. Je le crois. Nous avons tous nos propres prisons. Certains forcent la serrure, d'autres choisissent de rester. Quel que soit le résultat, je sais que j'ai lâché la partie qui n'était pas à moi de porter. Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas d'excuses. J'ai juste besoin que chaque enfant grandisse en sécurité et respecté, non pas transformé en arme entre les mains des adultes. J'ai besoin que le monde soit plus doux avec les jeunes cœurs, pour que personne n'ait à apprendre l'amour par la peur. Alors que le soir tombait, la lumière du soleil balayait la cuisine, donnant à tout une couleur de miel. Léo est entré en courant avec les mains boueuses et les yeux pétillants. « Mamie, on peut refaire des gâteaux demain ?» J'ai souri. « Oui, mais cette fois, c'est toi qui saupoudreras le sucre glace. Je veux voir comment mon petit artiste s'en sort. » Il a hoché la tête, ravi, et s'est enfui pour se préparer, laissant derrière lui une odeur de soleil, de terre et de rires éclatants. Je suis retournée à la cuisine, témoin de nuits solitaires et de larmes invisibles. Maintenant, elle était chaleureuse et vivante, pleine de voix, de beurre, de biscuits et d'histoires inachevées racontées avec des sourires. J'ai souri, rempli de gratitude. La tempête était passée, mais le toit tenait toujours. Notre petite famille ne cherche plus la perfection. Nous avons redéfini le sens du mot « foyer ». Pas des photos brillantes ou des fêtes somptueuses, mais un endroit où les gens peuvent être honnêtes les uns avec les autres. Où l'on peut dire « Je suis triste aujourd'hui », sans être jugé. Pour nous, le foyer repose maintenant sur 3 valeurs: l'honnêteté, les limites et la gentillesse. Alors que la lumière s'estompait, j'ai fermé mon journal.
La vieille encre sur la couverture s'était effacée, mais la légèreté dans ma poitrine était plus claire que jamais. J'ai levé les yeux vers le ciel d'Annecy, où le soleil se couchait derrière de fins nuages. L'or se fondant lentement comme du miel. Cela m'a rappelé les jours où je croyais que le bonheur devait être conquis. Maintenant, je sais qu'il vient quand on arrête de résister et qu'on commence à vivre authentiquement. J'ai entendu Nicolas rire avec Léo dans le jardin, leurs pas se poursuivant, le chien aboyant en rythme avec la brise. Ce son quotidien si simple était la musique de notre renaissance. Je suis restée assise un peu plus longtemps, j'ai pris une gorgée de thé chaud, puis j'ai écrit une dernière ligne, une douce conclusion à ce voyage. Personne n'a vraiment gagné. Nous avons juste appris à nous relever ensemble. Puis, j'ai posé le stylo et je me suis parlé à moi-même, ainsi qu'à ceux qui écoutaient de l'autre côté de l'écran. Si vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, je veux vous dire un merci sincère. Merci de m'avoir accompagné à travers les tempêtes, la peur et les moments où nous apprenons à faire de nouveau confiance aux gens. Je suis vraiment reconnaissante que vous ayez passé votre temps ici. D'où regardez-vous dans le monde? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire et quel moment de ce voyage vous a le plus touché. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et revenez pour les prochains épisodes où nous continuerons à dire la vérité, à guérir et à grandir. J'ai souri et j'ai fermé le journal. Dehors, le coucher de soleil se déversait sur le toit, brillant et doux, comme l'étreinte du temps. Un vieux chapitre s'est refermé, mais la lumière, cette fois, est restée.